Il voulait simplement livrer un piano. Mais lorsqu'un bus scolaire s'est renversé dans la tempête et que deux jumelles terrifiées se sont retrouvées coincées à l'intérieur, cet homme discret aux mains calleuses et au passé tourmenté est devenu ce qu'il n'aurait jamais imaginé, une bouée de sauvetage. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas fait la une des journaux. Ce n'était pas spectaculaire, c'était quelque chose de plus doux, de plus profond et de bien plus miraculeux. Si vous croyez aux secondes chances, aux héros discrets et au pouvoir apaisant de la musique, cette histoire est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, comme celui-ci. C'est parti. La tempête arriva plus tôt que prévu. La pluie s'abattait sur le pare-brise de la camionnette de Jack Turner, alors qu'il s'engageait sur Maplewood Lane, une route étroite à deux voies qui traversait la banlieue endormie d'Eastwood, dans l'Ohio. Le vent hurlait comme un train à travers les branches nues des arbres et les grêlons claquaient sur le toit comme des doigts frénétiques. La radio locale grésillait. Avertissement de tempête, route verglacée, retard dans les écoles en raison du gel soudain. Mais Jack n'écoutait pas. Il était concentré sur la route et sur le piano à queue, solidement attaché à l'arrière, enveloppé dans plusieurs couches de bâche et de foie. Jack jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 7h12. L'Église avait commandé le piano des mois auparavant, un don d'une veuve en deuil. Aujourd'hui, il était censé chanter à nouveau pour la répétition de Pâques, rien de moins. Jack Ever, le livreur silencieux, avait promis de le livrer avant la répétition matinale. Les délais étaient sacrés pour lui, tout comme la musique, même s'il n'avait pas joué depuis des années. La route tournait brusquement devant lui, et c'est là qu'il l'aperçut. Une tache jaune floue, le bruit d'une explosion de métal contre métal, déchira le silence de la tempête. Jack donna un coup de volant. Les pneus crissèrent. La camionnette s'arrêta dans un crissement de frein, juste à côté du fossé, manquant de peu la glissière de sécurité. Son cœur battait à tout rompre. Jack ouvrit la portière et se précipita sous la pluie. L'air glacial le transperçait, mais il ne le sentait pas. En contrebas, dans le ravin peu profond, un bus scolaire gisait sur le côté, les roues s'étant tournant dans le vide. Un camion de livraison l'avait percuté de plein fouet à l'intersection. De la vapeur s'échappait du capot. Des éclats de verre brillaient comme du sel sur le talus boueux. Les cris aigus et terrifiés des jeunes enfants déchiraient l'air. Jack n'hésita pas. Il sauta. Glissant sur le talus, il courut vers l'épave. Une vitre arrière était fissurée, mais pas brisée. Il pouvait voir de petites mains appuyées contre la vitre. Des enfants étaient coincés à l'intérieur. Il attrapa un des monte-pneus qui traînait dans la boue et brisa la vitre. « Tout va bien, je suis là !» cria-t-il d'une voix rauque. Un par un garçon sortit en premier, le sang coulant sur sa joue, puis deux autres. Jack les aida à grimper sur le talus jusqu'à un endroit sûr sous un arbre, leur criant de ne pas bouger. Puis il se retourna et se figea. Deux petites filles, âgées d'environ 10 ans, étaient blotties près de l'avant, coincées entre deux sièges. L'une d'elles avait ses bras autour de l'autre et lui murmurait quelque chose qu'il ne pouvait entendre. Leur mère, supposa-t-il, était affalée dans l'allée, inconsciente, la tête en sang. Jack sentit son cœur se serrer. Il ne s'arrêta pas. Passant par la vitre arrière, Jack rampait par-dessus les sièges tordus et les morceaux de plastique, ses bottes raclant le métal. « J'arrive », dit-il dans un murmure. « Tenez bon ». L'une des filles tourna la tête, les yeux écarquillés, les boucles blondes collées par le sang et la pluie. Elle ne cria pas. Elle le regardait simplement, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il était réel.
Jack souleva des débris métalliques, un sac à dos déchiré. Les sièges grinçaient de façon inquiétante. De la fumée commença à s'échapper du bloc moteur à l'avant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il libéra la première fille, Sophie, comme l'indiquait l'étiquette de son sac à dos, et la passa par la fenêtre arrière à un passant qui venait d'arriver. Puis la deuxième, Grace, tremblante et silencieuse. Enfin, il se baissa, prit la femme dans ses bras et la tira vers l'arrière. Alors qu'il passait dans l'allée tordue, le klaxon du bus retintit, puis s'arrêta. Un grondement mécanique profond vibra à travers l'épave. Jack regarda en arrière. Le moteur avait pris feu. « Bouge !» cria quelqu'un au-dessus de lui. Jack sauta par la fenêtre, ses jambes se dérobant sous lui lorsqu'il heurta l'herbe, la mère toujours dans ses bras. Quelques instants plus tard, le bus derrière lui s'embrassa, projetant une lueur orange dans la pluie matinale. La foule qui s'était rassemblée eut le souffle coupé. Quelqu'un applaudit, quelqu'un pleura, mais Jack n'entendait rien. Il était déjà agenouillé à côté de la femme inconsciente, vérifiant son pouls. Il écartait les cheveux mouillés de son visage pâle. Les deux filles se serraient l'une contre l'autre, à quelques mètres de là, muettes, le regard fixe. Puis elles s'approchèrent, lentement. L'une posa sa petite main sur le poignet de Jack. L'autre le serra dans ses bras sans un mot. Jack ne connaissait pas leur nom, ne savait pas où elles habitaient, ni ce qui allait leur arriver. Tout ce qu'il savait, c'est que ses mains tremblaient et que son cœur venait de se mettre à battre à un rythme qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps. Plus tard, lorsque les ambulances furent parties et que les gyrophares eurent disparu dans les arbres, Jack se tenait sous la pluie près de son camion. Le piano était toujours à l'arrière, sec, intact, mais quelque chose en lui avait changé. Il regarda au bout de la route. Le vent s'était calmé, la grêle avait cessé, la tempête était passée. Et pour la première fois depuis des années, Jack Turner, père en deuil, artisan solitaire, sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce n'était ni de la douleur, ni du devoir, mais les premières notes d'une chanson qu'il croyait avoir perdue à jamais. L'hôpital sentait l'antiseptique et le carrelage ancien. Jack se tenait maladroitement dans un coin du couloir des urgences, ses bottes laissant des traces humides sur le linoléum. Ses vêtements étaient encore humides de la tempête et une traînée de sang séché, provenant de la blessure de quelqu'un d'autre, barrait son avant-bras. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'une infirmière lui tend. Son regard s'était fixé sur la double porte au bout du couloir. Derrière, la femme qui l'avait sorti de l'épave gisait inconsciente. Les deux petites filles, Sophie et Grace, dont il avait appris les noms grâce aux ambulanciers, se trouvaient dans l'unité pédiatrique au bout du couloir, recroquevillées sur un lit de camp, serrées l'une contre l'autre dans un silence absolu. Elles n'avaient pas dit un mot depuis l'accident, pas un seul. Jack avait déjà vu des gens en état de choc. Il se souvenait que les infirmières de Cincinnati avaient utilisé ce mot lorsque sa fille, Lily, était décédée. « C'est le choc, Monsieur Turner », lui avait-elle dit alors qu'il restait assis là sans pleurer, sans crier, engourdi, vide. Mais le silence de ses deux filles semblait plus lourd, comme s'il venait de plus loin. Ce n'était pas le silence de la peur, c'était le silence du souvenir. 2 heures plus tard, une infirmière l'accompagna jusqu'à la chambre des filles. Sophie se redressa lorsqu'il entra, comme si elle l'attendait. Grace était allongée à côté d'elle, le visage enfoui dans l'épaule de sa sœur. La télévision accrochée au mur diffusait un dessin animé. Des couleurs ternes clignotaient sur leur visage pâle. Jack s'éclaircit la gorge. « Bonjour », pas de réponse. Il fit quelques pas en avant. « Je vous ai apporté quelque chose. » Il sortit un harmonica de sous son manteau, un vieil instrument cabossé. Il le gardait dans la boîte à gants,
Il ne savait même pas pourquoi il l'avait pris. Peut-être était-ce instinctif, peut-être était-ce de l'espoir. Il s'accroupit et le tendit. C'était à ma fille. Elle en jouait dans la voiture quand elle s'ennuyait. Ça me rendait fou. Il sourit, un sourire un peu forcé, mais qui la rendait heureuse. Il pensait que cela pourrait peut-être aider. Sophie le fixait, sans hostilité, sans peur, juste distante. Grace leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, quelque chose passa dans son regard, puis elle détourna les yeux. Jack posa l'harmonica sur la table de chevet et se leva. « Bon, je vais le laisser ici, au cas où. » Il était sur le point de partir quand Sophie tendit la main, pas vers lui, vers l'harmonica. Elle le prit, le regarda, puis le posa sur les genoux de Grace. Jack ne dit pas un mot, mais en quittant la pièce, il entendit un léger bruit derrière lui. Ce n'était pas de la musique, pas encore, mais c'était un souffle, un petit souffle, à travers le métal, un début. Quand Eva Reynolds se réveilla, le lendemain matin, elle ne demanda pas où elle était, elle ne demanda pas qui l'avait sauvée, elle ne demanda pas où étaient ses enfants. Elle dit simplement « Où est mon violon ?» L'infirmière eut l'air surprise. « Vous êtes... je suis désolée. Mon violon ?» répéta Eva d'une voix rauque. « Quelqu'un l'a trouvé. Il était à l'arrière du fourgon, dans un étui avec une sangle bleue. Mon nom est brodé dessus. » L'infirmière hésita. « Je ne sais pas, madame. Je vais vérifier. » Ava acquiesça, puis ferma les yeux, non pas pour se reposer, mais pour fuir le monde. La douleur dans ses côtes était vive. Les bandages autour de sa tête étaient serrés, mais ce n'étaient que des blessures superficielles. La vraie douleur, ancienne, profonde, permanente, était ailleurs. Jacob, son défunt mari, lui avait offert ce violon. Une surprise pour ses 30 ans. Elle n'avait plus joué depuis l'incendie, depuis la nuit où il était mort, en essayant de sauver un étui rempli de feuilles de partition et un pied de micro à $30. Après cela, la musique était devenue un poison. Chaque mélodie était un souvenir, chaque accord, une confession de ce qui avait été perdu. Elle s'était dit qu'il valait mieux se taire, que c'était plus sûr, pour elle, pour les filles. Mais aujourd'hui, même le silence lui semblait être une trahison. Cet après-midi-là, on frappa doucement à sa porte. Jack entra avec 2 gobelets de café de l'hôpital et une veste en jean plié. Ava ouvrit les yeux, mais ne dit rien. « Je suis Jack Turner », dit-il, en posant simplement le café. « Vous étiez inconsciente quand ils vous ont amené. C'est moi qui vous ai sorti de là avec les filles. » Elle le fixa du regard. « Vous avez risqué votre vie. » Jack se gratta la barbe, mal à l'aise. « Je n'y ai pas pensé. » Une pause, puis « Merci. » Il hocha la tête. Il baissa les yeux vers ses bottes. « J'ai vu les filles. » Il a dit qu'elles étaient calmes, très calmes. Elles n'ont pas dit un mot depuis. Pas depuis Jacob. La voix d'Ava se brisa légèrement. « Je pensais que le temps s'arrangerait les choses. Ce n'est pas le cas. Le temps n'arrange pas grand-chose, » murmura Jack. « Parfois, la musique y parvient. » Ava se retourna brusquement. « Non. » Jack leva les mains. « Désolé. » Elle le regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux étaient fatigués, douces. Elles étaient aussi empreintes de chagrin, pas nouveau, mais bien présent. « Tu joues ?» demanda-t-elle après un long silence. Il acquiesça. « Du piano. J'ai appris tout seul quand j'étais enfant. J'ai perdu ma fille, il y a 3 ans. J'ai arrêté de jouer pendant un moment. Qu'est-ce qui t'a poussé à recommencer ?» Jack lui jeta un coup d'œil, cherchant encore sa réponse. Cette nuit-là, dans la faible lumière de la chambre pédiatrique, Grace porta à nouveau l'harmonica à ses lèvres. Cette fois, une vraie note sortit, une seule, longue, hésitante. Sophie se tourna vers sa sœur, les yeux écarquillés. Jack observait depuis l'embrasure de la porte. Il ne dit rien,
se contenta de sourire. Dans le silence qui suivit, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un miracle, mais c'était le début d'un miracle. Le lendemain matin, le jour se leva, froid et lumineux, comme si la tempête n'avait jamais eu lieu. Jack gara son pick-up sur le parking de l'hôpital, encore couvert de sel et de feuilles séchées de la nuit précédente. Le piano avait miraculeusement survécu à toute cette épreuve, sans une égratignure, bien emballé et solidement arrimé à l'arrière du véhicule, tel un témoin de tout ce qui s'était passé. Il s'appuya contre le haillon, sirotant son café tiède, son souffle formant des fantômes dans l'air matinal. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti utile, pas seulement remercié, pas seulement souri, besoin. Les filles avaient commencé à réagir au son, non pas avec des mots, mais avec leur souffle, leurs yeux, de légers mouvements de leurs mains, lorsqu'une note était juste, et Eva, bien que prudente, ne lui avait pas demandé de partir. Cela seul était déjà une porte entr'ouverte. En milieu d'après-midi, l'hôpital était prêt à laisser Eva et les filles sortir. Leurs blessures étaient superficielles, leur traumatisme, non. Une assistante sociale au regard bienveillant et à la compassion bien rodée leur expliqua qu'un logement temporaire pouvait être trouvé par le comté, mais que la liste d'attente était longue et les refuges complets. Jack n'avait pas l'intention de parler, mais lorsque Sophie tira sur sa manche, alors qu'il se trouvait près des ascenseurs, quelque chose bougea en lui. Elle ne dit rien, se contenta de lever les yeux vers lui, ses grands yeux silencieux, comme ceux de Lily lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle n'avait plus la force de parler, seulement celle d'espérer. Il ne réfléchit pas, il se tourna vers Eva. « J'habite près de Timberlake. C'est un endroit calme, une maison à un étage, 3 chambres. Vous et les filles, vous pouvez rester quelque temps, le temps de vous organiser. » Eva cligna des yeux. « Vous ne nous connaissez même pas. » Jack haussa les épaules. « Peu importe. J'ai plus d'espace que j'en utilise et, c'est sûr, » elle hésita. « Je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité. » La voix de Jack était calme. « C'est de la musique. Si vous restez assez longtemps, je pourrais peut-être réapprendre à écouter. Les filles aussi peut-être. » Cela fit hésiter Eva. Puis elle dit doucement, « Nous ne serons pas un fardeau. » « Non, vous ne le serez pas. » Timberlake resta immobile, argenté dans la lumière du début du printemps. La cabane de Jack se trouvait au bord de l'eau, simple et usée par les intempéries, mais bien entretenue. La cour s'étendait jusqu'à un petit quai où les oies se rassemblaient souvent au coucher du soleil. Une vieille balançoire en bois était suspendue au porche, ses cordes effilochées, mais solides. Ava sortit lentement du camion en tenant la main de Grace, tandis que Sophie marchait quelques pas devant elle. Jack déchargea leurs maigres affaires, un sac de voyage, une couverture pliée, un album photo défraîchi. Les filles les regardèrent autour d'elle sans rien dire. « La maison n'a rien d'extraordinaire, » dit Jack en les faisant entrer. « Elle appartenait à mon grand-père. Je l'ai gardée telle qu'il l'avait laissée, à l'exception de la salle de musique. » Ava s'arrêta sur le seuil. La pièce n'était pas grande, mais elle était sacrée. Un piano droit poli était adossé au mur du fond, son bois réchauffé par la lumière du soleil. Des étagères se contenaient jetés des partitions, de vieux disques et un métronome poussiéreux. Dans un coin, sur un support recouvert de velours, se trouvait la photo encadrée d'une fillette de 10 ou 11 ans, avec des boucles châtains et un sourire en coin. La voix de Jack était différente lorsqu'il reprit la parole. C'était la mienne. Lily avait un don pour les harmonies. Elle est morte il y a 3 ans. Il ne donna pas plus de détails. Eva entra en gardant son silence, comme une coupe fragile. Elle regarda le piano, puis la photo, puis Jack. « Merci », dit-elle enfin. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir caché les parties brisées.
Le dîner fut silencieux. Jack prépara des croque-monsieur et une soupe à la tomate, d'anciennes recettes de son père. Les filles mangèrent en silence, mais avec appétit. Ava picora d'abord dans son assiette, puis finit tout. Après le repas, Jack essuya le plan de travail, tandis qu'Eva se tenait sous le porche, les bras croisés, regardant les dernières lueurs disparaître derrière le lac. Il la rejoignit. Elles ont vécu plus que ce qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, dit-elle sans le regarder. Je sais, Grace ne fait toujours pas ses nuits. Sophie fait semblant que tout va bien, mais c'est elle qui se réveille, en pleurant. J'ai des bouchons d'oreilles, si ça peut aider. Ava sourit malgré elle. Tu détournes toujours la conversation avec humour. Jack regarda au loin, vers l'eau. Je jouais des berceuses à Lily quand la chimio l'empêchait de dormir, surtout du Mozart, parfois Billy Joel, tout ce qui marchait. Finalement, elle s'est mise à fredonner avec moi. C'est là que j'ai su qu'il nous restait encore du temps. Ava se tourna vers lui. Tu l'aimais profondément. Il acquiesça. Je l'aime toujours. Elle resta silencieuse un instant. J'ai été violoniste, autrefois. J'ai fait une tournée avec un ensemble de chambres à New York. Puis Jacob est arrivé, un chanteur folk avec une vieille guitare et aucun sens du rythme. Je pensais que nous étions magiques. Que s'est-il passé? Notre appartement a pris feu. Il est se retourné à l'intérieur pour récupérer son recueil de chansons. Il n'est jamais sorti. Jack ne dit rien. Il laissa le vent emporter son chagrin. Ava expira. Je n'ai plus jamais touché un Bose depuis. Il la regarda. Alors, tu devrais. Elle soutint son regard. Pourquoi? Parce que certaines chansons sont encore en toi. Et tes filles ont besoin de les entendre. Ce soir-là, Jack alluma un feu dans la cheminée tandis que les filles étaient blotties sous des couvertures faites maison. Eva se rendit dans la salle de musique et se planta devant le piano. Elle passa ses doigts sur les touches sans appuyer, juste pour sentir l'ivoire sous sa peau. Jack la regardait depuis l'embrasure de la porte. « Tu sais jouer » dit-il doucement. Eva se tourna vers lui. « Seulement si tu joues avec moi. » Il s'assit à côté d'elle. Ils jouèrent ensemble. Pas très bien, pas très juste, mais suffisamment. Assez pour réveiller quelque chose. Et tandis qu'ils jouaient, Sophie et Grace jetèrent un coup d'œil depuis le couloir. Pas un mot, juste de la musique. Et un étranger avec un piano qui ne semblait plus du tout être un étranger. Les premiers jours passèrent comme un murmure. Jack garda son rythme. Tôt le matin, un café tranquille, une réparation rapide sur les balancelles grinçantes de la véranda. Il ne tournait pas autour d'elle, il ne les poussait pas, il existait simplement, comme une corde bien rodée qui attendait d'être jouée. Les filles s'adaptèrent peu à peu à la maison. Elles ne parlaient pas, mais elles commençaient à se déplacer dans les pièces, comme si elles y étaient, chez elles. Grace s'asseyait souvent près de la fenêtre, le regard fixé sur le lac. Ses doigts dessinaient des notes invisibles dans l'air. Sophie suivait Jack comme son ombre, toujours à distance pour faire semblant de ne pas être là. Eva restait sur ses gardes. Elle aidait aux tâches ménagères, emmenait les filles faire de longues promenades dans les bois, préparait des dîners simples avec ce que Jack trouvait dans son garde-manger, mais elle n'entrait jamais dans la salle de musique. Jusqu'à ce qu'un soir, les fantômes l'appellent. Il faisait presque nuit. Les filles s'étaient endormies sur le canapé, blotties sous la même couverture. Jack était parti en ville faire des courses. La maison était silencieuse. Ava entra dans la salle de musique sans réfléchir. La lumière qui filtrait à travers les vieux rideaux en dentelle dessinait des motifs doux sur le sol. Le piano droit se dressait silencieusement dans un coin, sa surface polie reflétant la photo encadrée de la fille de Jack sur l'étagère voisine. Elle s'approcha de la bibliothèque. Ses doigts effleurèrent les dos des livres de musique, Chopin, Schubert, Bach.
Mais entre eux se trouvait un petit cahier vert, écrit à la main, avec une inscription enfantine sur la couverture, les chansons de Lily pour les jours de pluie. Ava l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvèrent des paroles écrites au crayon, espacées de manière irrégulière, certaines lignes griffonnées puis réécrites à l'encre rose vif. Les titres étaient simples. Ma maman fait des crêpes. Le ciel fredonne quand il est bleu. Et si mon papa était un piano? Ava cligna rapidement des yeux et referma le cahier. C'était trop tendre, trop brut. Puis, derrière le rideau près de la fenêtre, elle remarqua une forme. Elle le tira sur le côté. Là, posé délicatement sur un support rembourré, se trouvait un violon qui n'était pas le sien, mais dont la forme et la fonction lui étaient familières. De la poussière recouvrait les cordes. L'archet était posé à côté, intact. Sa présence dans la pièce semblait à la fois respectueuse et provocante, comme un souvenir refusant d'être enterré. Eva s'approcha. Pour la première fois depuis des années, elle tendit la main vers un violon, non par obligation ou par peur, mais par désir. Son poids dans sa main la surprit, plus lourd que dans son souvenir, ou peut-être simplement chargé de toutes les émotions qu'elle avait refoulées depuis trop longtemps. Elle serra l'archet, ajusta les chevilles par instinct. Les cordes étaient légèrement désaccordées, ses doigts les effleurèrent, avec une révérence prudente, comme s'il touchait une cicatrice qui se souvenait encore de sa formation. Puis, doucement, elle fit glisser l'archet sur les cordes. La note fut tremblante, impure, mais réelle. Et tout à coup, le silence se brisa. Jack revint 20 minutes plus tard, des sacs de course sous le bras. Il entra, se secoua pour se réchauffer et se figea. La maison était remplie de sons, pas seulement des sons, de la musique, douce, imparfaite, instable, mais indéniablement vivante. Il la suivit jusqu'à la salle de musique. Ava se tenait près de la fenêtre, dos à lui, en train de jouer. Elle avait les yeux fermés, sa posture était fluide. Elle ne jouait pas, elle se souvenait. Lorsqu'elle eut terminé, elle maintint l'archet en l'air un instant plus long que nécessaire, puis le baissa lentement, comme si elle déposait quelque chose de sacré. Jack n'applaudit pas. Il resta simplement debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches de son manteau, écoutant le silence qui suivit. Avant, je pensais que si je recommençais à jouer, cela signifierait que j'avais pardonné au monde, dit Eva sans se retourner. Pardonner l'incendie, la perte, Jacob, moi-même. Jack entra dans la pièce. Et maintenant, elle expira. Maintenant, je pense que cela signifie peut-être simplement que je veux revenir à la vie. Jack acquiesça. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, ajouta Eva rapidement. Je sais que ça ne change rien. Jack pencha la tête. Ah non. Plus tard dans la nuit, ils s'assirent sous le porche, tandis que le vent les enveloppait comme une berceuse. Le lac reflétait le croissant de lune. À l'intérieur, la petite fille dormait profondément, d'un sommeil qui n'est possible que lorsqu'un changement s'est produit dans l'air. Jack but une gorgée de thé. Ava s'enroula dans une couverture. Lily me demandait souvent ce qui se passe après la mort, dit soudain Jack. Je lui disais la vérité, que je ne savais pas, mais que peut-être, si on laisse quelque chose de beau derrière nous, c'est comme ça qu'on reste. Ava ne répondit pas tout de suite. Je pense que tu as raison. Elle disait que la musique, c'était comme attraper la foudre dans ses mains. On ne pouvait pas la garder longtemps, mais pendant une seconde, elle illuminait tout. Eva sourit. On dirait qu'elle était magique. Elle marqua une pause. Tu ramènes un peu de cette lumière, tu sais, dit Eva doucement. Jack se tourna vers elle, surpris. Toi aussi, répondit-il, alors que le feu dans la maison s'éteignait peu à peu et que les étoiles se dessinaient dans le ciel nocturne. Une vérité tranquille s'installa entre eux.
tacite, mais présente. Ils n'étaient pas là pour se sauver l'un l'autre. Ils étaient là pour se rappeler comment ressentir à nouveau, et peut-être, juste peut-être, pour apprendre à recommencer. La pluie revint sans prévenir. Elle commença par un murmure sur le toit, à peine audible par-dessus le doux ronronnement du chauffage, puis s'intensifia pour devenir un rythme régulier, comme des doigts tapotant doucement sur le monde. Jack s'en moquait. Il aimait la pluie. Depuis toujours, elle lui rappelait que tout ne devait pas aller vite. Certaines choses avaient juste besoin de tomber et d'être ressenties. À l'intérieur de la cabane, la lumière était tamisée. Un feu brillait dans l'âtre. L'heure du dîner était passée et la maison était entrée dans cette heure dorée, entre le soir et la nuit, où tout semblait s'adoucir. Jack était assis dans la salle de musique, feuilletant un vieux hymnile. Il ne jouait pas ce soir, il n'en avait pas besoin. Plus tôt, Eva avait repris son violon à 2 reprises, de brèves mélodies imparfaites, comme des pas sur un lac gelé, mais elle n'avait pas réussi à percer. Pas encore. Les filles étaient restées silencieuses, comme toujours. Sophie s'accrochait à Eva. Grace semblait perdue dans ses pensées, les mains agitées, tapotant l'accoudoir, tordant le bord de sa chemise, traçant des lignes invisibles sur la table. Jack avait appris à ne plus essayer de comprendre le chagrin. Il n'avait ni carte, ni règles, seulement des rythmes. Plus tard dans la nuit, la tempête s'intensifia. Des éclairs déchiraient le ciel. Au-dessus du lac, le tonnerre roula à travers les collines comme un applaudissement lointain. L'électricité vacilla une fois, puis se stabilisa. La cabane tenait bon, son vieux bois gémissant comme un navire, mais sans jamais céder. Jack était dans la cuisine en train de rincer des tasses lorsqu'il entendit un bruit à peine perceptible. Il ferma le robinet. Le bruit se fit entendre à nouveau. Ce n'étaient pas des mots, ni des paroles, mais un fredonnement, hésitant, fragile, montant et descendant comme quelqu'un qui se souvient comment respirer. Jack entra dans le couloir, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une douleur aiguë, due à un espoir impossible. Il suivit le bruit. Il le conduisit à la chambre de la fillette. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, près de la fenêtre, Grace était assise, recroquevillée, sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine. Sur ses genoux reposait le vieil harmonica que Jack leur avait donné à l'hôpital. Mais elle n'en jouait pas. Elle fredonnait comme si la mélodie était en elle et que l'harmonica n'était qu'un miroir. Sophie était assise en face d'elle, les yeux écarquillés, une main pressée contre sa poitrine. Grace avait les yeux fermés. Elle se balançait légèrement, perdue dans le souvenir que la mélodie avait fait ressurgir. C'était la berceuse que Jacob chantait autrefois. Jack la reconnut. Simple, pure, le genre de mélodie qui reste longtemps dans la tête même quand on en a oublié les paroles. Ava apparut à ses côtés, attirée par le même son. Elle ne dit rien. Ensemble, ils regardèrent, et quand Grace s'arrêta, il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence chaleureux et profond. Puis, doucement, Jack murmura « Elle s'en souvient ». Les yeux d'Ava brillèrent. Elle n'avait jamais oublié. Elle n'avait simplement pas trouvé le chemin du retour. Le lendemain matin, Grace ne fredonnait pas. Elle ne parlait pas, mais elle souriait. Et lorsque Jack posa l'harmonica à côté de son bol de céréales, elle le prit, le porta à ses lèvres et joua une seule note. Sophie applaudit, pas fort, pas comme une enfant, juste une fois, mais cela suffit. Plus tard dans la journée, Eva se tenait dans la salle de musique, serrant son violon comme s'il risquait de s'envoler. « Je veux essayer quelque chose », dit-elle. À Jack, il acquiesça. Elle s'agenouilla à côté de Grace et Sophie, qui coloriaient en silence. « Vous vous souvenez de la chanson que papa chantait quand il pleuvait ?» Les deux filles levèrent les yeux.
Sophie acquiesça la première, puis Grace. Ava se tourna vers Jack. « Tu peux ?» Jack ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il s'assit simplement au piano et joua l'accord d'ouverture, simple et lent. Ava leva son violon. La première note fut grave et douloureuse. Puis elle s'éleva, comme l'aube derrière une montagne. Jack remplit la pièce de cordes qui enveloppait son son, régulier et assuré. Puis, de manière inattendue, Grace se mit à chanter. Pas fort, pas clairement, mais elle chantait. Il y a une lumière derrière le tonnerre, même quand le ciel devient gris. Sophie se joignit à elle, et une voix qui vit en moi que le silence ne peut trahir. Ava cessa de jouer, Jack aussi. Les filles continuèrent à chanter, deux petites voix en harmonie. Et puis, pour la première fois depuis 3 ans, Ava pleura sans honte. Cette nuit-là, Jack se retrouva à nouveau sous le porche, regardant la lune se lever lentement au-dessus du lac Timber. Ava le rejoignit, une couverture sur les épaules, le visage lavé et doux. Elle n'avait pas chanté depuis la nuit où Jacob est mort, dit-elle. Jack ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Elle chantait avant de parler, continua Eva, même dans son berceau. Je me souviens avoir pensé, elle sera chanteuse, elle n'aura pas besoin de mots, juste de mélodie. Tu avais raison. Eva appuya sa tête contre la poutre du porche. Pourquoi ai-je l'impression que chaque chanson vient d'une cicatrice? Jack regarda le lac, parce que c'est là que réside le silence dans les endroits qui ont fait mal. Ava se tourna vers lui. Il y avait quelque chose d'inexprimable dans ses yeux, de la confiance peut-être, ou la première lueur de quelque chose de plus profond. « J'ai peur », dit-elle. « Moi aussi. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça toute ma vie. »« Tu n'es pas obligé, » dit Jack doucement. « Tu n'as qu'à le porter une note à la fois. » Plus tard, lorsque la maison fut calme et que les filles dormaient profondément, Jack s'assit au piano et fixa les touches. Il en appuya une, puis une autre, puis un accord. Derrière lui, Eva se pencha dans l'embrasure de la porte. « Tu joues parfois pour toi ?» demanda-t-elle. Jack se retourna. « Pas depuis longtemps. Il est peut-être temps que tu te souviennes comment faire. » Il ne répondit pas, mais ses mains restèrent sur les touches et, lentement, doucement, il se mit à jouer. Une nouvelle chanson, ni celle de Lily, ni celle de Jacob. Une chanson qui appartenait à cet instant, à ce moment précis. Et lorsque la dernière note résonna, Eva murmura « On commence à avoir l'air d'une famille. » Jack ne le dit pas à voix haute, mais dans sa poitrine, les mots résonnaient clairement. Nous aussi. La lettre arriva soigneusement pliée dans le sac à dos de Sophie. Jack la trouva le lendemain matin, en triant la montagne de papier qu'Eva avait rapporté du bureau de l'école, une semaine de documents et de formulaires qu'elle avait accepté à contre-cœur de relire. Maintenant que les filles étaient retournées à l'école à temps partiel, il feuilleta les calendriers des repas et les formulaires de contact d'urgence, jusqu'à ce qu'il tombe dessus. Une invitation imprimée avec des notes de musique colorées en haut et une police de caractère comique qui le fit grimacer. Concert de printemps de l'école primaire Eastwood, ouverte aux élèves, au personnel et aux familles. Il s'arrêta. En bas, il y avait une note manuscrite du professeur de musique de Sophie. Nous avons entendu parler des talents musicaux de Sophie et Grace. Accepterait-elle d'interpréter une petite chanson dans le cadre du spectacle familial? Jack fixa la page pendant un long moment, puis la plia et la mit de côté. Plus tard dans la soirée, alors que la pluie ruisselait sur les fenêtres et que l'odeur du poulet au romarin d'Eva flottait dans la cuisine, il s'assit à table avec les filles et Eva et fit glisser l'invitation sur la table. Sophie la lut la première. Ses yeux s'écarquillèrent. Grace se pencha, curieuse. Ava lut en silence, puis elle se cala dans sa chaise.
Je suppose que c'est tout à fait facultatif, dit Jack. Mais c'est une opportunité. Sophie regarda Grace, puis Eva. Grace ne regardait personne, mais ses doigts tapotaient un rythme discret sur le bord de la table. Ava croisa les bras. C'est trop tôt. Jack acquiesça. Peut-être qu'elle commence d'un tout juste à retrouver confiance en la musique. Je sais. Et si ça se passe mal, si elle se fige, ou si quelqu'un rit, on les serrera plus fort après, dit Jack doucement. C'est tout. Ava détourna le regard. Elle n'avait pas tort. Elles étaient fragiles. Mais toutes les belles choses qui méritent d'être protégées le sont aussi. 2 jours passèrent. Personne ne mentionna l'invitation jusqu'au dimanche après-midi, lorsque Jack revint de la ville avec les courses et trouva Sophie et Grace dans la salle de musique. Elles étaient assises par terre, côte à côte, et écrivaient quelque chose sur un bout de papier. Il ne les interrompit pas. Il se contenta de les regarder. Ava apparut derrière lui. Ils ont travaillé sur les paroles, dit-elle, à voix basse. Rien de formel, juste quelques phrases, des fragments. Jack sourit. C'est ainsi que naissent les chansons. Ils y réfléchissent, ajouta Eva. À propos du showcase, il se tourna vers elle. Et toi, Eva, hésita. Je ne suis pas prête. La voix de Jack s'adoucit. Ce n'est pas une question d'être prête. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut être courageux, c'est tout. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Eva s'assit au piano à côté de Jack et posa un morceau de papier plié sur le pupitre. C'étaient les paroles que les filles avaient écrites, simples, brutes, pleines d'espoir. Nous avons perdu notre voix, mais pas notre chanson. Nous savons toujours où est notre place. Nous n'avons pas besoin de crier pour que ce soit juste. Juste un peu de courage dans le silence. Jack les lut 2 fois, puis regarda Eva. C'est bien, c'est les vôtres. Elles auront besoin de vous sur scène. Les mains d'Ava se crispèrent sur les bords du banc. Et, si je n'y arrive pas, tu y arriveras. Elle ne répondit pas, ce qui signifiait qu'elle commençait à y croire, elle aussi. Une semaine plus tard, Ava conduisit les filles à l'école, avec une autorisation signée dans son sac à main et un étui à violon sur le siège arrière. Jack resta derrière, regardant depuis le porche la camionnette disparaître sur la route, le gravier crissant sous les roues. Il ne le dit pas à voix haute, mais pour la première fois, le silence dans la maison ne lui semblait pas vide. Il semblait rempli de quelque chose qui attendait. Lorsque les répétitions commencèrent à l'école, les filles rentrèrent à la maison pleines d'une énergie tranquille. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais leur rire reprenait peu à peu, surtout lorsque Jack jouait des accords au hasard, inventant les pires harmonies du monde et faisant semblant de ne pas remarquer leur rire. Ava s'entraînait tard le soir, lorsque la maison était calme. Ses coups d'archette étaient précis et nets. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle essayait de sonner juste. Jack l'accompagnait parfois, en remplissant doucement les espaces, avec des accords simples. Une fois, il l'a surprise en train de lui sourire à la lueur des bougies. « Tu es meilleur que tu ne le penses », lui a-t-elle murmuré. Il l'a regardée en haussant les sourcils. « Au piano ou quand tu fais semblant. Je n'ai pas peur. » Les deux, ont-ils répondu en riant. C'était le genre de rire qui avait du poids, non pas à cause du moment présent, mais à cause de tout ce qui l'avait précédé. 2 jours avant le spectacle, un imprévu vint perturber leurs plans. Jack était assis sous le porche, en train d'accorder sa vieille guitare, quand Eva sortit, son téléphone à la main. Elle était pâle. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Madame Ellsworth, la professeure de musique, a dit qu'elle voulait changer l'ordre des prestations. Elle pense nous faire passer en premier. » Jack grimaça. En premier, c'était audacieux. Elle a dit que cela pourrait donner le ton. Eva s'assit à côté de lui, les épaules crispées par la tension. « Si nous passons en premier et que nous échouons,
Tu ne seras pas échec. » Ava le regarda. Il croisa son regard. « Tu passeras en premier et tu illumineras la salle. » Ce soir-là, Jack écrivit quelques nouveaux accords pour les paroles de la jeune fille. Il n'en parla à personne, mais dans le silence de la cabane, pendant qu'Eva jouait ses gammes, et que les filles répétaient à voix basse, Jack s'assit seul avec sa guitare et écrivit le dernier couplet de la chanson. C'était pour elle, mais aussi pour lui, car quelque part, en chemin, cette famille brisée, qui n'était pas la sienne, était devenue la sienne. La veille du spectacle, la maison était empreinte d'une énergie nerveuse, comme une profonde inspiration retenue. Jack pouvait le sentir dans les murs, dans le craquement un peu plus aigu des planches du plancher. Sophie et Grace étaient inhabituellement silencieuses, blotties sous leurs couettes sur le canapé, fixant le feu qui vacillait, mais sans vraiment le voir. Ava se déplaçait avec précision, comme si chaque pas, chaque geste devait être parfaitement exécuté, sinon l'équilibre serait rompu. Le dîner était simple, du poulet et du riz, mais personne ne mangeait beaucoup. La conversation était minimale. Jack tenta une ou deux blagues, et Sophie esquissa un sourire fatigué, mais même celui-ci s'évanouit rapidement. C'était le genre de silence qui ne demandait pas à être rompu, il demandait à être compris. Après que les filles furent couchées, Ava se tenait dans la salle de musique avec son violon, ajustant l'appui épaule, tandis que Jack accordait le piano droit. Il sentait la tension dans ses mouvements. Sa main qui tenait l'archet tremblait légèrement. Sa respiration était courte et saccadée. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, » dit-il doucement. « Je n'essaie pas d'être parfaite, » répondit-elle. « J'essaie d'être à la hauteur pour elle. Tu l'es déjà. » Ava ne répondit pas. Elle plaça le violon sous son menton, passa l'archet sur les cordes, et c'est alors que cela se produisit. Un craquement sec, comme une brindille sous le pied. L'archet tomba mollement dans sa main. La tension avait disparu. Elle le fixa, stupéfaite. Jack se figea. « Non », murmura-t-elle. « Non, non, non. » Jack se précipita vers elle. « Laisse-moi voir. » Elle le lui tendit, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Les crins étaient déchirés près de la hausse. La rupture était nette, inutilisable. « Je vais le réparer, » dit Jack immédiatement, même s'il savait qu'il ne le pourrait pas. « Eh, pas à temps, » dit Ava, en reculant d'un pas, les bras croisés, tremblante à présent. « Ce n'est pas le froid, c'est quelque chose de plus ancien. Panique. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. Ava, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois, » dit-elle en élevant la voix. « Chaque fois que je pense que nous avons réussi, quelque chose se brise, quelque chose se casse, et nous nous retrouvons à la case départ. Ce n'est qu'un arc, ce n'est jamais juste un arc, » cria-t-elle. Puis elle se retint. La maison était silencieuse. À l'étage, les filles remuaient dans leur lit. Elle s'affaissa sur le banc, enfouissant son visage dans ses mains. Jack s'accroupit à côté d'elle. « Regarde-moi, » dit-il doucement. Elle le fit. « Ce n'est pas un signe, c'est juste de la malchance. J'irai en ville dès demain matin. Quelqu'un aura un archet. » Elle secoua la tête. « Pas comme celui-ci. C'est le seul avec lequel j'ai joué depuis Jacob. Il me l'a donné le soir où il m'a demandé en mariage. Il a dit que ce serait notre premier cadeau de mariage. » Jack resta silencieux. Ava rit amèrement. Et je l'ai cru, que l'amour et la musique nous aideraient à surmonter toutes les épreuves. Et c'est ce qui s'est passé, dit Jack. Et maintenant, elles aident les filles. Et toi, et moi aussi. Elle le regarda, les yeux plongés dans les siens. « Je ne peux pas perdre ça, » murmura-t-elle. « Pas maintenant. Tu ne le perdras pas. » Il tendit prudemment la main et pleure la sienne. « Tu n'es plus seul. » À l'aube, Jack partit avant que les autres ne se réveillent. Il roula jusqu'à 2 villes plus loin, dans un magasin de musique qu'il connaissait depuis des années, tenu par un violoniste symphonique à la retraite nommé
Harold Boone. Le vieil homme ouvrait tôt, comme toujours. Jack lui expliqua la situation à la hâte, tenant l'archet cassé dans sa main, comme une bouée de sauvetage. Harold l'examina avec un froncement de sourcils solennel. « Les dommages sentimentaux sont toujours plus durs à supporter que les dommages structurels, murmura-t-il. Pouvez-vous le réarmer? Pas avant midi. J'en ai besoin avant 10 heures. » Harold marqua une pause. Puis il se rendit dans l'arrière-boutique et revint avec un étui. À l'intérieur se trouvait un archet, pas tout neuf, mais entretenu avec amour, en bois de perrucco, avec une mèche en argent et une poignée en cuir souple, équilibré, réactif. « Il appartenait à ma femme, dit Harold. Elle était violoniste, elle aussi. Elle est décédée au printemps dernier. » Jack hésita. « Je ne peux pas le prendre. Vous pouvez me le prêter. Ramenez-le-moi quand vous aurez fini de jouer. » Jack prit l'archet avec révérence et, sur le chemin du retour, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La communauté, la gentillesse, les sacrifices discrets, toutes ces choses qui rendent les miracles possibles. Lorsqu'il franchit la porte de la cabane, Ava se tenait près de la cheminée, le visage marqué par l'inquiétude. Il lui tendit l'archet. « Ce n'est pas à vous, mais il a de la valeur. » Elle le prit comme s'il risquait de se briser entre ses mains. Puis elle rit, un petit rire stupéfait. « Tu as trouvé un archet. » Jack acquiesça. « Tu n'es pas la seule à croire en la musique. » Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour le spectacle, Eva rassembla les filles dans le salon. Elle s'agenouilla à côté d'elle et leur tendit l'archet. « Ce n'est pas celui que papa m'a donné, » dit-elle. « Mais ce n'est pas grave, car ce que nous allons faire demain n'a rien à voir avec ce que nous avons perdu. Cela a tout à voir avec ce que nous avons gardé. » Grace tendit la main et toucha l'archet. Sophie sourit. Eva les regarda toutes les deux. « Vous êtes prêtes ?» Grace acquiesça. Sophie murmura. « Illuminons la pièce. » Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Ava trouva Jack assis sous le porche. Elle s'assit à côté de lui. Ils restèrent longtemps, sans parler. Puis Ava dit « Tu nous as sauvés. » Jack la regarda. « Non, c'est vous qui vous êtes sauvés. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. » Elle se tourna vers lui. « Mais tu es resté. C'est ce que personne ne fait jamais. » Il la regarda dans les yeux. Aucun des deux ne bougea. Puis, lentement, sans crainte, Ava appuya sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, sans dire adieu au passé, mais en disant bonjour à quelque chose de nouveau. L'auditorium de l'école sentait le carrelage fraîchement lavé et les copeaux de crayons. Les parents s'installaient sur des rangées de chaises en plastique, murmurant au-dessus des programmes pliés, serrant leurs manteaux, leur café et leurs gobelets en papier. Les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement au-dessus de leurs têtes, projetant une lueur terne sur la petite scène, en bois décoré de fleurs en papier pastel et de découpes en carton scintillante, représentant des notes de musique. Derrière le rideau, le brouhaha des enfants nerveux emplissait l'air. Chuchotements, frottements de chaussures, quelques rires aigus. Les enseignants allaient et venaient avec des blocs-notes et des microphones à pince, essayant de maintenir l'ordre sans briser l'illusion de la fête. Dans les coulisses se tenait Ava, son étui à violon à ses pieds, la main posée délicatement sur l'épaule de Grace. Jack ajusta le pied du micro, tandis que Sophie tapait du pied sur le sol, à un rythme lent et régulier. Les filles portaient des robes bleues assorties, en coton simple, choisies plus pour leur confort que pour leur élégance. Ava avait tressé leurs cheveux le matin même, les doigts tremblants sous le poids de l'importance de cette journée. Jack se tourna vers elle. « Ça va ?» Sophie acquiesça. « Je crois que oui. » Grace leva les yeux vers lui. « Mon cœur bat la chamade. » Jack sourit. « C'est comme ça que tu sais que c'est important. » 10 minutes avant le lever de rideau, une voix grésilla dans le haut-parleur des coulisses. «
La famille Lane, vous êtes les premiers, prêts à ouvrir le spectacle. Eva se figea. Elle s'attendait à passer quelque part, au milieu, discrètement, en sécurité. Être les premiers signifiait être sous tous les regards. Être les premiers signifiait ne pas avoir de numéro d'ouverture. Elle se tourna vers Jack. Peut-être que c'était une erreur. Il soutint son regard, calme et assuré. Ce n'est pas une erreur. Ses doigts se crispèrent sur l'archet. Ce ne sont que des petites filles, et elles vont montrer à toute la salle ce qu'est le courage. Sophie s'avança. « On veut le faire, maman. » Ava baissa les yeux vers sa fille, si petite et pourtant si courageuse. Elle déglutit péniblement et acquiesça. Les lumières s'éteignirent. La salle se tut. Un projecteur éclaira le centre de la scène. La présentatrice, une femme joyeuse de l'association des parents d'élèves, avec un rouge à lèvres vif et un classeur rempli d'annonces, s'avança vers le micro. Pour ouvrir notre spectacle, nous avons quelque chose de vraiment spécial. Une famille qui nous rappelle ce que la musique peut apporter, non seulement à nos oreilles, mais aussi à notre cœur. Elle se retourna et fit un geste vers les coulisses. « Veuillez les accueillir, la famille Lane. » Ils sont entrés ensemble. Jack à gauche, une guitare à la main. Ava à droite, un violon sous le bras. Sophie et Grace au centre, main dans la main. Il y eut un moment, une demi-seconde de silence collectif, tandis que le public les observait. Quelques personnes chuchotèrent. Un enseignant au premier rang se pencha en avant. Jack s'approcha du micro. « Nous aimerions vous faire écouter une chanson, écrite par Sophie et Grace. Elle parle de retrouver sa voix, même quand on pense l'avoir perdue, surtout dans ces moments-là. » Il hocha la tête. Eva posa son archet sur les cordes. Jack commença à jouer. Les premiers accords étaient un doux et simple. 3 notes mineures qui se fondaient les unes dans les autres comme une pluie fine. Eva se joignit à lui avec une mélodie qui s'éleva doucement, comme un souffle retenu trop longtemps. Puis, les filles se mirent à chanter. Nous avons perdu notre voix, mais pas notre chanson. Nous savons toujours où est notre place. Leur voix, douce, mais fermée, flottait dans la pièce. Il n'y avait pas d'accompagnement musical, pas d'effet numérique, juste une guitare, un violon et 2 enfants qui chantaient de tout leur cœur. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit pour que ce soit bien, juste un peu de courage dans le silence. Sur la dernière phrase, Grace hésita, marquant une pause. Sophie regarda sa sœur et, au lieu de combler le silence, elle attendit. Grace ferma les yeux et chanta le couplet suivant. D'une voix claire et sincère, l'auditorium était silencieux. Même les bébés au fond n'avaient cessé de s'agiter. Le temps semblait s'être arrêté. Lorsque la dernière note s'évanouit, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste de l'émerveillement. Puis, comme une vague montant du sol, quelqu'un se leva. C'était Madame Ellsworth, la professeure de musique. Elle avait été sceptique, dédaigneuse, mais maintenant, ses mains s'applaudissaient lentement, délibérément. L'auditorium l'imita, parents, élèves, professeurs, debout, applaudissant, pleurant. Jack regarda les filles. Elles ne souriaient pas, elles rayonnaient. Ava baissa la tête, serrant les lèvres pour ne pas sangloter. Jack lui serra la main. À cet instant, il n'était plus des morceaux brisés. Ils formaient une chanson. Le chaos reprit dans les coulisses. Une douzaine de parents vinrent embrasser les enfants et les féliciter. Un père, muni d'une caméra, demanda s'il pouvait mettre la vidéo sur YouTube. Jack acquiesça poliment, ne sachant pas s'il devait se sentir honoré ou terrifié. Eva se tenait dans un coin, regardant les filles accepter les compliments, avec des sourires timides. Jack vint se placer à côté d'elle. « Tu étais magnifique », lui dit-il. « J'étais nul », répondit-elle. « Être nul, c'est humain, et les humains sont courageux.
Ava se tourna vers lui. « Merci, dit-elle, de ne pas m'avoir laissé partir, hésita-t-il. Puis, doucement, il ajouta « Je t'aurais suivi de toute façon. » Ava cligna des yeux. Et pour la première fois depuis Jacob, depuis l'incendie, depuis qu'elle avait renoncé à la musique et à l'amour, elle se pencha vers lui, pas par obligation, pas par chagrin, mais par quelque chose de plus calme, de plus chaleureux. Et Jack, imperturbable comme toujours, la rejoignit à mi-chemin, et leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux, respectueux, comme la dernière note d'une chanson qui aurait attendu des années avant d'être jouée. Le lundi matin, la vidéo avait été visionnée 342 fois. Le mardi, elle dépassait les 1000 $. Ce n'était pas vraiment viral selon les normes actuelles, mais quelque chose de plus remarquable se passait dans la section des commentaires. Jack l'a remarqué lorsqu'il a cliqué sur le lien YouTube que la professeure de Sophie lui avait envoyé par email avec un objet joyeux. « Vous nous avez illuminés. » Les commentaires ne provenaient pas d'inconnus. Ils provenaient de voisins, de parents, d'enseignants, de chefs de chœur des villes voisines. Une mère a écrit « Mon fils n'a pas parlé depuis l'accident de l'année dernière. Après avoir vu vos filles chanter, il m'a demandé s'il pouvait apprendre la guitare. Une infirmière à la retraite a publié « J'avais oublié à quel point la musique comptait pour moi. Merci de me l'avoir rappelé. Ce n'était pas la célébrité, c'était la résonance. Et la résonance, pensa Jack, c'est ainsi que commence le véritable changement. » À la cabane, la vie reprit son rythme tranquille. Les projecteurs ne les trouvèrent jamais, et ils ne les recherchèrent jamais. Mais quelque chose avait changé. Grace fredonnait presque sans arrêt. Parfois, elle inventait des chansons sur les nuages, la soupe ou le grincement de la véranda lorsque Jack marchait sur la 3e planche. Sophie s'était remise à dessiner des croquis lumineux et audacieux représentant des scènes et de théâtre, des microphones, des gens qui applaudissaient et des chœurs qui s'épanouissaient comme des tournesols. Eva aussi avait changé. Elle n'était pas plus bruyante, mais plus ouverte. Elle jouait souvent, parfois les fenêtres grandes ouvertes, laissant ses notes s'envoler au-dessus des graines de pissenlit de Timberlake. Et une seule fois, Jack l'entendit rire au milieu d'une chanson lorsqu'elle se trompa et décida de continuer à jouer malgré tout. Ce rire résonna dans la maison, longtemps après que la musique se fut arrêtée. Un samedi matin, frais, Jack sortit sur le porche avec une tasse de café et trouva un homme debout devant le portail. Il portait un coupe-vent gris et tenait un bloc-notes, l'air hésitant. « Puis-je vous aider ?» demanda Jack en descendant du porche. « Êtes-vous Jack Turner ?» demanda l'homme. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Peter Carson. Je dirige le programme artistique pour les jeunes au centre communautaire d'Asheville. Nous avons vu la vidéo. » Jack acquiesça prudemment. « Ah !» Peter sourit. « Nous organisons un concert au printemps prochain. Tous âges, tous niveaux. Nous aimerions inviter la famille Lane à se produire. » Jack marqua une pause. « Vous devrez demander à Eva. »« Je le ferai, » répondit Peter, avant d'ajouter. « Mais, entre nous, je pense que vous faites aussi partie de cette famille maintenant. » Eva était debout devant l'évier, en train de sécher la vaisselle du petit déjeuner, lorsque Jack lui rapporta la conversation. Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle dit « Je ne veux pas que les filles pensent qu'elles doivent se produire sur scène pour être aimées. Elles ne le sont pas, » dit Jack, « mais elles pourraient y aimer chanter. » Ava regarda par la fenêtre où Grace et Sophie cueillaient des fleurs sauvages sous les arbres. « Je leur demanderai, » dit-elle doucement. Elles ont dit oui, avant qu'elle ait fini sa phrase. Grace acquiesça, avec une certitude inébranlable. Sophie sursauta et renversa presque un verre de lait. Ava rit. « D'accord, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui choisis la chanson. » Les filles passèrent la semaine à composer.
Ava les aida à structurer la chanson. Jack les aida avec les accords, mais les paroles étaient entièrement de leur cru. Nous étions silencieux, mais pas absents. Nous étions des ombres qui s'accrochaient. Puis une voix s'ajouta à une autre. Maintenant, nous sommes plus forts qu'avant. Ce n'était pas parfait, c'était vrai. Le soir du concert à Asheville, la salle communautaire était bondée. Les chaises pliantes étaient occupées par des grands-parents, des enfants vêtus de robes de chorale trop grandes et des voisins en pull du dimanche. Dans les coulisses, Eva faisait les 100 pas, tandis que Sophie accordait son ukulélé et que Grace répétait la première phrase à voix basse. Jack, sa guitare à la main, se tenait dans l'embrasure de la porte et les observait tous. Il ne se sentait plus comme un étranger. Il avait l'impression d'être le cadre qui maintenait l'image. Le présentateur les a introduits sans fanfare. À suivre, la famille Lane interprète une chanson originale intitulée « Stronger Than Before ». Ils sont entrés sous les projecteurs. Pas de paillettes, pas d'effets spéciaux. Juste 4 personnes et une chanson. Cette fois, Eva ne tremblait pas. Sophie entonna la première phrase. Grace prit le relais avec la deuxième. Le violon d'Eva les enveloppa, comme la lumière du soleil, à travers une vitre. Et Jack, qui jouait la rythmique derrière eux, souriait en écoutant le son. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était leur morceau. Après le spectacle, une jeune fille s'approcha timidement de Grace, un enregistreur à la main. « C'est grâce à vous que je me suis inscrite au cours de musique », dit-elle. Grace eut l'air stupéfaite, puis elle répondit « J'aime bien ton t-shirt. C'était un début. » Jack accompagna Ava dehors dans la douce nuit printanière. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais très bien, » répondit-elle. « Je suis là. » Il la regarda. Elle le regarda. Et tous deux comprirent ce qui n'était pas dit. La musique avait fait plus que les guérir. Elle les avait tissés dans quelque chose d'inexprimable, mais de réel. Une famille non pas de sang, mais d'appartenance. De retour à la cabane, longtemps après que les filles se soient endormies, Ava sortit sur le porche où Jack était assis, regardant le lac. Elle s'assit à côté de lui, repliant ses jambes sous elle. « Avant, je pensais que le silence était quelque chose à craindre, » dit-elle. « Moi aussi. Mais je pense maintenant que c'est peut-être dans le silence que le miracle commence. » Jack se tourna vers elle. « Tu as encore peur ?» demanda-t-il. Elle appuya sa tête contre son épaule. Il acquiesça. « Moi aussi. » Puis elle sourit. « Mais je pense que nous sommes plus forts qu'avant. » Jack passa son bras autour d'elle, et dans le silence de la nuit, sous un ciel parsemé d'étoiles tranquilles, ils restèrent assis ensemble en silence, non pas parce qu'ils n'avaient plus rien à se dire, mais parce que certaines chansons n'ont pas besoin de paroles. Les applaudissements s'estompèrent, mais le silence qui suivit était tout sauf vide. Dans les semaines qui suivirent, le spectacle d'Asheville, Life at the Cabin, prit un rythme plus doux, tout aussi intense, mais plus apaisé. C'était le genre de silence qui ne faisait plus mal. Il réchauffait, il réconfortait, il écoutait. Les filles retournèrent à l'école à temps plein, marchant main dans la main chaque matin sur le chemin de gravier, leurs sacs à dos rebondissant et leurs cheveux tressés de rubans violets. Grace commença à écrire dans un petit cahier que Jack lui avait donné, remplissant les pages de petites chansons, de croquis, de fragments de pensées qui n'avaient pas encore besoin d'être complétés. Sophie s'est inscrite au club de musique après l'école et, à la grande surprise de tous, s'est portée volontaire pour aider à diriger les échauffements. Elle a même fait un jeu de mots que son professeur a rapporté à Eva un après-midi, les yeux brillants de joie. Elle a dit qu'elle était la Sophiro de la section soprano. Eva a ri si fort qu'elle en a presque pleuré. Jack s'est lui aussi retrouvé dans de nouveaux rôles. Il était toujours l'homme qui réparait les vieux pianos
et portait les courses dans une main et la trottinette d'une fille dans l'autre. Mais désormais, il était aussi devenu quelqu'un à qui les gens faisaient signe lorsqu'il arrivait en ville, quelqu'un qui n'était pas connu pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il avait aidé à construire. Les gens ont commencé à lui apporter des instruments, pas seulement pour les réparer, mais aussi pour lui raconter des histoires. Un veuf lui apporta la harpe de sa femme, disant qu'elle était trop silencieuse depuis trop longtemps. Une adolescente timide vint lui apporter une mandoline cassée qu'elle avait héritée de son grand-père. Jack ne les réparait pas toujours parfaitement, mais d'une manière ou d'une autre, la musique revenait. Un après-midi, Ava le trouva en train de poncer le corps d'un vieux violoncelle sous le porche. Elle s'est penchée dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, en souriant. « Tu as déjà pensé à ouvrir un magasin ?» a-t-elle demandé. Jack a levé les yeux, surpris. « Comme Turner et fils, Turner et fille ?» a-t-elle corrigé. Il rit doucement. « Il me faudrait un nom qui lui convienne. » Eva s'approcha. « Que penses-tu de le miracle silencieux ?» Jack s'arrêta, puis acquiesça lentement. « Oui, dit-il, ça pourrait bien aller. » Ava avait changé, elle aussi. Elle jouait presque tous les jours désormais, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle avait commencé à donner des cours gratuits à quelques enfants du quartier, installant des chaises pliantes dans le salon de la cabane, patiente et calme, même lorsque l'archet glissait ou que les cordes grinçaient. Elle n'essayait pas d'être celle qu'elle était autrefois. Elle devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux, de plus fort. Un soir, après un cours, Grace demanda s'il pouvait enregistrer une de leurs chansons. « Juste pour nous », dit-elle, « pour ne pas oublier comment nous jouons quand nous sommes courageuses. » Ava accepta. Elles installèrent le vieux téléphone de Jack sur un bocal en verre, se rassemblèrent autour du piano et jouèrent. Pas de public, pas de projecteur, juste 4 personnes dans une pièce ensoleillée, créant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être partagé pour avoir du sens. Peu de temps après, une lettre arriva par la poste, une lettre officielle adressée à Eva Reynolds et sa famille. Elle portait l'en-tête de l'association de musicothérapie de l'Ohio. Une femme nommée Mara Jensen avait vu la vidéo de leur spectacle scolaire, transmise par un cousin qu'il avait vu via un ami qu'il avait trouvé dans un groupe Facebook local. Elle organisait un week-end de retraite pour les familles touchées par le deuil, les traumatismes et la perte. Le thème était la guérison par l'harmonie. Elle voulait qu'ils viennent non pas pour se produire, mais pour animer. Ava lut la lettre 3 fois, puis elle la tendit à Jack. « Je ne suis pas sûre d'être le genre de personne qu'ils imaginent, » murmura-t-elle. Jack plia soigneusement la lettre. « Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de la personne que tu étais, » dit-elle en le regardant. « Peut-être, » continua-t-il, « ils ont besoin de la personne que tu es en train de devenir. » Eva resta silencieuse pendant un long moment, puis elle acquiesça. « Je le ferai, si on le fait ensemble. » Il sourit. Comme toujours, la retraite du week-end eut lieu dans un gîte rustique, niché, entre des collines boisées, où les fleurs sauvages tapissaient le sol de la forêt, et où l'air sentait le pin et la terre humide. Les filles couraient pieds nus dans les champs, riant avec d'autres enfants qui avaient appris trop tôt ce que signifiait dire au revoir. Jack et Ava animèrent une session sur l'écriture collaborative de chansons. Ils commencèrent par raconter leur histoire, pas tous les détails, juste assez pour dire « Nous avons été à votre place et nous ne sommes pas restés là. » Une famille a partagé une chanson sur le manque des histoires avant de s'endormir. Une autre a écrit une berceuse pour un frère disparu. Personne ne se souciait de la mélodie ou de la rime. Ils partageaient simplement. Ava a regardé une mère serrer son enfant dans ses bras
après avoir chanté un couplet hésitant et a réalisé pour la première fois depuis des années qu'elle n'avait pas peur de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle ne jouait pas, elle créait des liens. Le dernier soir de la retraite, après que le feu de camp se fut éteint et que les étoiles se furent dispersées dans le ciel comme des confettis, Eva et Jack se tenaient debout dans le champ, bras dessus, bras dessous. Les filles s'étaient endormies à l'intérieur, blotties dans leur sac de couchage, sous un plafond d'étoiles phosphorescentes. Ava regarda Jack. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Jack regarda la forêt, le ciel, l'avenir. « On vit, » répondit-il. « On continue à chanter. » De retour à la cabane, ils s'installèrent dans un nouveau genre de silence. Pas le silence de la peur ou du chagrin, mais la pause entre deux couplets, le soufflet avant quelque chose de beau. Le printemps céda la place à l'été comme une main douce, passant le flambeau. Les arbres autour de Timberlake devinrent touffus et sauvages. Les oiseaux revinrent sur les avant-toits de la cabane. Les nénuphars refirent surface sur l'eau, s'étendant comme des promesses vertes. L'air sentait l'herbe et le vieux bois, non touchés par le soleil. Et pour la première fois depuis des années, la maison au bord du lac n'était pas silencieuse. Pas le silence lourd du chagrin, pas le silence gênant des étrangers, mais un silence joyeux, rempli de petits pas et de fredonnements dans le couloir, de la nouvelle obsession de Grace pour les cuillères en guise de tambour et de l'insistance de Sophie à réécrire de vieilles chansons avec de meilleures rimes. Eva jouait du violon tôt le matin près de la fenêtre ouverte et Jack jouait doucement du piano le soir, alors que la lumière dorée se reflétait sur l'eau. Ce n'était plus une maison, c'était un foyer. Le salon avait changé d'aspect. Ce qui était autrefois le sanctuaire tranquille de Jack était devenu un centre de créativité. Des partitions étaient éparpillées sur la table basse, des pages à colorier étaient collées sur la bibliothèque et un tableau blanc portait l'inscription « Parole du jour » écrite au marqueur violet. Dans un coin se trouvait le support à violon d'Eva. Dans un autre, le piano droit reconstruit par Jack. Et à côté, un petit tabouret en bois, à la hauteur parfaite pour un enfant. Un soir, Jack est rentré de la ville avec une boîte sous le bras. Il l'a posée sur la table, s'est assis et a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un ukulélé. Sophie m'a fait signe de venir. Jack a hoché la tête. Il pensait que la soprano de la section soprano devait avoir son propre instrument. Grace a poussé un cri et a sauté du canapé. « Je peux jouer, moi aussi. » Jack a souri. « Ce n'est pas à moi de décider. » Sophie le tenait fermement, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « On le partagera. » Ava observait depuis la cuisine, le cœur rempli de joie. Il y avait encore des factures à payer, du linge à laver, des journées fatigantes et des rappels que le monde extérieur n'avait pas changé simplement parce qu'eux avaient changé. Mais d'une manière ou d'une autre, tout cela ne semblait plus aussi lourd, car l'amour, cet amour constant et présent, allégeait tout. Un après-midi tranquille, Ava et Jack étaient assis sur le quai, les jambes pendantes, au bord, effleurant la surface du lac. Les filles cueillaient des fleurs sauvages derrière eux, discutant avec passion des couleurs qui conviendraient le mieux à leur costume pour leur prochain concert. Une production artisanale prévue pour un public composé d'écureuils et d'un raton laveur très désintéressé. Ava appuya sa tête sur l'épaule de Jack. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si tu n'avais pas été sur cette route ce matin-là » Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Parfois, mais pas longtemps. Pourquoi pas ? Parce que j'étais là, » répondit-il simplement. « Et tu étais là et les filles étaient là et nous étions ici. » Elle acquiesça. « Ça fait encore mal, » dit-elle. « Je sais, et je suis toujours étonné de voir toute la beauté qui peut naître après une telle tragédie. »
Jack lui prit la main. Peut-être que cette tragédie avait fait place à la beauté. Le dimanche suivant, ils organisèrent ce que Jack appelait, en plaisantant, l'église du porche. Grace commença par demander s'il pouvait jouer quelque chose pour les arbres, et 3 voisins se joignirent à eux, apportant des chaises de jardin, un thermos de thé sucré et un harmonica qui n'avait pas été touché depuis des années. Ils jouèrent de vieilles chansons folkloriques, 1 ou 2 hymnes et quelques compositions originales des filles. Ava jouait du violon, les yeux fermés, l'archet dans une main. Jack était assis au piano, jouant de son air calme et posé, sans jamais voler la vedette, se contentant de tenir l'espace. Après coup, l'un des voisins prit Jack à part. « Vous savez, dit-il, il y a une sorte de paix sur ce porche. Pas une paix bruyante, une paix véritable. » Jack sourit. « C'est la musique, c'est les gens, corrigea l'homme. Ce soir-là, après avoir bordé les filles et regardé les étoiles se sceller dans le ciel, Eva se tenait à la fenêtre, regardant le lac. Jack s'approcha derrière elle. « Elles dorment ?» demanda-t-il, d'un sommeil profond. Sophie rêvait qu'elle faisait partie d'un groupe appelé The Quiet Thunder. « J'achèterai cet album. » Eva se tourna vers lui. Sa voix s'était basse, sérieuse. « Jack, aurais-tu déjà pensé à officialiser notre relation ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il ne détourna pas la conversation avec humour. Il s'approcha d'elle. « Je l'ai déjà fait, » répondit-il. Elle sourit, le souffle coupé, et ce fut leur réponse. Pas encore de bague, pas de cérémonie. Juste une promesse faite dans le silence et scellée par une chanson. Les mois passèrent, les saisons se succédèrent, mais la musique ne s'arrêta jamais. Elle résonnait dans les rires qui s'échappaient de la cuisine, dans les notes de violon qui flottaient dans le couloir, dans les dernières paroles de Grace sur un raton laveur qui voulait devenir une rockstar, que Jack fredonnait en réparant une frette fêlée sous la lumière du porche. Un matin, Sophie se réveilla avant l'aube et entra sur la pointe des pieds dans la chambre de Jack. « Je peux te dire quelque chose ?» murmura-t-elle. Jack s'est redressé en se frottant les yeux. Bien sûr, elle a grimpé sur le bord de son lit, les genoux repliés contre sa poitrine. Je ne me souviens plus de la voix de papa. Jack a acquiescé doucement. Ce n'est pas grave, mais je pense qu'il aurait aimé cet endroit. Jack a ravalé la boule qui lui serrait la gorge. Je pense qu'il aurait adoré. Sophie a appuyé sa tête contre son bras. Je suis contente qu'on soit resté. Moi aussi, ma chérie. Sur la dernière page du cahier de chansons de Grace, écrits avec une écriture soignée et inclinée, se trouvaient les mots. Cette maison était autrefois silencieuse. Maintenant, elle chante. Ava l'a encadrée et accrochée au-dessus du piano. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était vrai. Et ainsi, la maison près du lac Timber est devenue plus qu'un simple refuge. Elle est devenue un endroit où le silence n'était pas craint. Il était respecté, puis réécrit. Une note, un mot, un geste gentil à la fois. Parfois, les miracles les plus discrets ne commencent pas par un geste grandiose, mais par un simple acte de gentillesse. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions savoir d'où vous la regardez. Partagez votre ville, votre état, ou même quelques mots sur ce que cette histoire vous a inspiré. Nous lisons chaque commentaire avec gratitude. Et si vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir d'autres histoires qui apaisent, inspirent et nous rappellent le bien qui existe dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toujours une place pour vous ici. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. D'ici là, restez bienveillants, restez optimistes et restez connectés.